La plume, ses responsabilités sont considérables. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Ah oui, j'ai vécu en face des châteaux, à Rosenborg, à Copenhague, d'autres châteaux, puis des chaumières, et puis des cellules, donc je connais bien des châteaux. À ce moment, la porte s'ouvre, et M. Céline vient vers moi à pas rapide, puis il dit « Non, monsieur, je ne puis rien vous dire, je suis dans un état effroyable, je suis malade, je suis très malade, n'est-ce pas ?» Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy, dont c'est le programme. D'ailleurs, font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. De toute façon, d'une manière générale, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puisqu'il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je crois en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominé de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Cette semaine, Céline. Du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Destouches. 50 ans après la mort du docteur Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, le 1er juillet 1961, dans sa villa de Meudon, son cas fait toujours débat, comme l'a encore rappelé son retrait du recueil des célébrations nationales au début de l'année 2011, une décision prise par le ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, à la demande de l'avocat Serge Klarsfeld. Céline, écrivain de génie, pamphlétaire impardonnable. Les camps semblent autant partagés aujourd'hui que du vivant de Céline. Le procès Céline, c'est le nouveau documentaire d'Histoire vivante. Je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années, et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. Dans le grand public, quand on vous dit Céline, les gens vous disent « Ah oui, l'écrivain antisémite hein. ». Et dans la foulée, le salaud. C'est pas ça qui est important. Je m'en fous que Shakespeare ait violé 40 nonnes et massacré 50 enfants. Vous voyez, si c'est Shakespeare, c'est Shakespeare. L'œuvre de Céline est impure. Fondamentalement. C'est lui qui l'a fait ainsi, qui l'a voulu ainsi. Moi, je dis qu'un génie ne peut pas être un salaud. Donc c'est à eux de se démerder pour essayer de prouver le contraire. Qu'on le veuille ou non, le génie de Louis-Ferdinand Céline est inséparable des accusations d'antisémitisme et de collaboration avec le nazisme. Il n'aura pas fallu moins de 50 ans pour faire remonter au jour cette vérité essentielle. L'audience est ouverte d'un procès nécessaire si l'on veut tenter de comprendre le XXe siècle et la manière dont la littérature l'a affronté. Un extrait du procès Céline, le nouveau documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche prochain sur RTS 2. Quant à nous cette semaine, de la nouvelle revue française à l'exil de Meudon, c'est à la fois la destinée d'un certain esprit de l'édition française et la singularité d'un auteur au milieu du vacarme de l'histoire auquel nous nous intéresserons. Avant cela, comme chaque lundi, nos deux entretiens. Nous commençons par Jérôme Mézot, enseignant à l'UNIL et auteur de La Fabrique des singularités. Jérôme Mézot est au micro de Jacques Maurican. Jérôme Mézot, nous allons parler avec vous de Céline, mais il faut peut-être d'abord qu'on fasse un petit peu connaissance de vous. Sur quoi travaillez-vous ? Je travaille en général sur les auteurs français du XXe siècle et là, principalement, je me suis intéressé ces dernières années à la question de l'auteur et à la question de ce que j'ai appelé les postures d'auteur, c'est-à-dire la manière de se positionner à la fois dans les textes et dans la vie littéraire par rapport à d'autres écrivains et par rapport au mouvement littéraire en général. Merci de cette transition parce que vous rappelez au fond que celui que nous appelons Céline ne s'appelle pas Céline, il s'appelle Louis Destouches et au fond ce que vous questionnez, c'est pourquoi il cherche à se donner un pseudonyme par-delà éventuellement des considérations d'ailleurs très faibles de vie privée.
Oui, moi j'identifie le pseudonyme à une nouvelle identité. Alors c'est très fréquent dans les pratiques artistiques, l'usage du pseudonyme, mais en général ça a cette fonction-là. Alors ça peut avoir la fonction de se dissimuler vis-à-vis de la censure, etc. Mais dans le cas de Céline, ça a la fonction de créer une nouvelle identité, qui est l'identité littéraire proprement dite, qui protège dans un premier temps le nom civil du médecin des Touches qui officie dans un dispensaire, et qui rapidement va devenir une véritable identité littéraire assumée comme telle. D'ailleurs, dans les articles que j'ai faits, j'essaye de montrer que la correspondance privée de Céline est de plus en plus signée par le nom même de l'écrivain et non plus par le nom civil de Destouches. Et j'essaie de réfléchir sur l'invention de cette identité littéraire, qui est pour moi une création en quelque sorte, qui est liée à l'invention d'un style et à l'invention d'un rapport au politique en général chez Céline. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça nous dit un embarras de Destouches, à dire ce qu'il est vraiment ? Je lisais dans votre texte le mot de posture. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors l'idée de la posture, c'est de réfléchir à la manière dont les écrivains se présentent en public sur la scène littéraire. Donc c'est l'idée du masque, la persona latine, c'est le masque de théâtre, c'est-à-dire on entre sur la scène littéraire avec un masque identitaire qui est une façon d'être un écrivain parmi d'autres, et on peut décliner toutes sortes de façons d'être un écrivain. On peut poser devant sa bibliothèque de livres, on peut se présenter comme un écrivain voyageur, on peut se présenter en dilettante, en académicien. Il y a divers masques possibles. La question, c'est de savoir comment chacun investit ce rôle d'écrivain en public. Et dans le cas de Céline, c'est à travers le pseudonyme qui est emprunté en partie au prénom de sa grand-mère, donc le rattachement à des origines populaires, banlieusardes, une origine sociale principalement, et puis ensuite la mise en conformité de Destouches, du docteur Destouches, avec un personnage littéraire que va être Céline, qui va rapidement devenir dans les romans Céline, qui est, pour moi en tout cas, conjoncturellement taillé, fabriqué pour s'insérer dans les problématiques littéraires de l'époque. Alors là, il faut faire un petit retour historique. La grande problématique romanesque de ces années-là, des années 30, au début des années 30, quand Voyage au bout de la nuit paraît, c'est la question de savoir comment on intègre le peuple en littérature. Quelle place on fait au peuple en littérature, après lui avoir fait une place durant la Troisième République dans l'échiquier politique, quelle place on lui fait en littérature. Et des écoles littéraires différentes s'affrontent, il y a beaucoup de débats au cours des années 20 et 30, il y a des enquêtes littéraires dans la presse, dans les nouvelles littéraires, dans la revue Monde, pour débattre de la manière dont on intègre le peuple, c'est-à-dire la manière dont le roman stylise les personnages populaires, leurs paroles, leurs expressions. Et alors, je vais aller très très vite, mais globalement, il y a trois grandes écoles qui s'affrontent. Il y a d'un côté les communistes, le Parti communiste qui a sa propre esthétique du réalisme socialiste, avec les ouvriers qui écrivent dans la presse, qu'on appelle les rapcorps, donc des ouvriers qui publient dans l'Humanité des récits de leur expérience du travail, promus d'ailleurs à titre de texte d'expérience littéraire. Il y a ensuite une école dite prolétarienne, qui est plutôt une école libertaire, menée par Henri Poulaille, un écrivain très connu à l'époque, qui a animé énormément de groupes littéraires aujourd'hui un peu oubliés, mais qui publie un manifeste prolétarien dans lequel il explique comment les nouveaux romanciers doivent styliser la parole populaire. Et puis, enfin, il y a l'école populiste, c'est peut-être celle qui est encore la plus connue aujourd'hui, puisque elle a fourni un certain nombre de prix littéraires, dont Sartre d'ailleurs, qui l'a eu. L'école populiste est une école qui consiste à proposer aux écrivains de prendre en charge les classes populaires dans le roman, d'écrire des romans qui évoquent ce monde populaire. Le roman le plus célèbre de l'école populiste, celui qui a été primé à l'origine de l'école, c'est L'Hôtel du Nord d'Eugène Daby. Et Céline était extrêmement proche d'Eugène Daby. Ils ont une correspondance, ils ont une amitié, il y a des relectures de textes entre eux. Donc moi, l'hypothèse que j'ai faite simplement, c'est que cette conjoncture détermine Céline à faire le choix d'un style littéraire, le style oralisé, style oral populaire si vous voulez, extrêmement original d'ailleurs chez lui, qui répond et synthétise en même temps toutes les problématiques qui ont été posées par ces écoles en conflit. Et pour pouvoir mettre en avant ce nouveau style populaire dans la bouche d'un personnage qui, dans les romans suivants, va s'appeler Céline, il faut se créer une identité prolétarienne ou populaire, si vous voulez, qui n'est pas du tout l'identité du docteur Destouches. L'histoire, la biographie du docteur Destouches ne correspond pas au script prolétarien, si vous voulez, qui est promu à l'époque, et le
pseudonyme permet à Destouches de se mettre en conformité avec ce script prolétarien. D'ailleurs, dans la presse de l'époque, Céline raconte toujours une histoire d'enfance qui est absolument fausse du point de vue historique, mais qui est conforme à l'histoire de son pseudonyme. J'ai envie de réagir à ce que vous êtes en train de dire de bien des manières. D'abord, est-ce que ça nous dit que dans ce post-guerre de 14, dont on voit au début du voyage au bout de la nuit combien elle est terrifiante pour un jeune homme tel que Destouches, Céline va le connaître, est-ce que ça nous dit que c'est une sorte de surgissement du peuple et que, du coup, il faut le représenter d'une manière ou d'une autre? Disons, pendant la guerre de 14, il y a un phénomène littéraire qui émerge, c'est la présence, l'existence, l'apparition dans le roman des personnages du poilu, du soldat du front. Le roman qui le rend extrêmement célèbre, c'est Le Feu d'Henri Barbusse, qui obtiendra le prix Goncourt 1916. Je crois qu'il l'obtient à la fin de la guerre, mais pour 1916. Et c'est un ouvrage tiré à de nombreux exemplaires. Céline est un grand admirateur de Barbusse, il connaît très bien Le Feu, mais il a une réserve sur ce livre, c'est que dans Le Feu, la parole populaire des poilus, l'argot des tranchées, les linguistes commencent à travailler sur l'argot des tranchées pendant la guerre, les grands travaux de dictionnaire argotique vont être faits à cette époque. C'est vraiment l'entrée dans la culture française, l'émergence dans la culture française de la présence de ces langages argotiques et populaires. Céline reproche à Barbusse le fait qu'il n'utilise cet argot que dans les dialogues des personnages. Or, pense Céline, et ça va être la grande invention de Voyage au bout de la nuit, il ne faut pas se contenter de faire parler les personnages de manière populaire, il faut oser la narration populaire. Et il faut oser confier au narrateur, à celui qui est le guide en quelque sorte du roman, la parole populaire. Ce qui change tout du point de vue du ton et de l'effet de sens. Quand le texte est énoncé par une voix populaire, tout le monde de valeurs qu'il importe avec lui est tout à fait différent de la narration traditionnelle qui était jusque-là menée par un narrateur utilisant le français standard de la bourgeoisie cultivée. Donc on a là un saut social qui se fait dans la technique narrative elle-même, qui est sans doute la grande originalité de Céline. Et j'ai essayé de montrer dans mes travaux que, bien sûr, en histoire littéraire, on a tendance à identifier une invention à un seul personnage, mais dans les faits, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que tout autour de Céline, dans les années 20 déjà, de nombreux auteurs essayent de mettre au point cette technique de la narration oralisée. En Suisse, c'est le cas de Ramu, qui d'ailleurs est connu de Céline, que Céline lit sur certains points. Barbusse avait tenté à sa manière de le faire. Jean Giono, au début des années 30, essaie d'inventer un style oralisé de la même manière. Raymond Queneau va le faire avec Le Chien-dent en 1933. Donc c'est vraiment une constellation de tentatives littéraires dont l'histoire va retenir principalement Voyage au bout de la nuit, qui est vraiment le grand roman de ces années-là. Mais je vais au bout de ma question. Est-ce que ça signifie un surgissement d'une classe sociale que jusque-là, au fond, on n'avait pas très envie de représenter? Que cette question d'être fidèle à ce qu'elle peut vraiment être est une question nouvelle que la guerre de 14 eut suscitée? Oui, je pense que c'est en bonne partie la guerre de 14 qui la suscite, parce qu'elle fait entrer, comme j'ai dit, ces classes populaires dans la visibilité, disons, culturelle de la France. Non pas qu'elles n'existaient pas avant, bien sûr, elles étaient présentes. D'ailleurs, des romanciers comme Zola ou Jules Vallès leur font une grande place dans leurs travaux. Mais je dirais que c'est dans les techniques littéraires surtout que ça évolue. C'est vraiment donner la parole à des personnages qui n'ont pas la légitimité de la bourgeoisie à énoncer les récits classiques. Donc là, il y a véritablement une transgression de donner la parole à celui qui ne l'a pas dans ce type de situation. C'est une histoire, je pense, de longue durée. C'est lié au suffrage universel, à la montée ensuite des syndicats, des partis représentant le peuple, de la presse populaire. Et la guerre de 14, finalement, est le point de convergence maximale de cette apparition des classes populaires sur la scène littéraire. Vous nous dites, Céline, cette fabrication d'un personnage, au fond, c'est pour donner au docteur Destouches une certaine liberté dans la construction de ce qu'il a envie de faire. Ça paraissait trop difficile de le faire sous son nom, du docteur Destouches, vous pensez. Et qu'est-ce que c'est? C'est une barrière psychologique pour lui? Si vous voulez, ce qui se passe à partir de Mort à crédit, le deuxième roman de Céline, c'est vraiment la naissance de ce qu'on pourrait appeler déjà aujourd'hui une autofiction. C'est-à-dire que dans Voyage au bout de la nuit, le héros
narrateur, clairement, s'appelle Bardamu, il n'est pas Louis-Ferdinand Céline, on ne peut pas le confondre avec lui, on a vraiment une situation romanesque typique. À partir de Mort à crédit et dans tous les romans qui vont suivre, on a une lente dérive vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction, c'est-à-dire une fiction dans laquelle le personnage porte quand même le nom de l'auteur et importe dans cette fiction beaucoup d'éléments biographiques de cet auteur. Alors ce que Céline va faire justement, c'est importer dans Mort à crédit et les romans qui suivent l'histoire biographique qu'il attribue au personnage Céline, et non pas celle de Destouches, encore une fois. Donc il a créé un personnage qui devient le protagoniste de ses romans et dont il fait allusion à la vie tout au cours de ses romans. Et il le fait justement, comme je le disais tout à l'heure, parce que il ne peut pas s'appuyer sur les éléments biographiques de Louis Destouches qui, eux, ne sont pas en conformité avec le script prolétarien. S'il avait raconté véritablement l'enfance de Destouches, c'est-à-dire un enfant unique qui a des leçons de piano privées, qui va suivre des cours de langue dans des collèges en Angleterre, qui est choyé par des parents qui sont dans le petit commerce qui n'est pas en faillite à cette époque, etc. Si vous entrez dans ces éléments-là, vous voyez bien que Destouches ne peut pas se projeter dans l'écriture prolétarienne qui démarre. Donc il y a véritablement, à mon sens, fabrication d'un personnage avec toutes les conséquences que ça a. Et c'est pourquoi la question de la posture est peut-être assez troublante et un peu inquiétante. Qui est le vrai personnage finalement à la fin, hein, c'est ça la question. Julien Gracq avait une réponse à propos de Céline en disant je me rappelle plus la phrase exacte, mais il disait il a embouché son clairon et finalement il l'a suivi. Hein, donc il a inventé un instrument et finalement il en a été la victime. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Suite de l'entretien avec Jérôme Mézot. Pardon, Jérôme Mézot, de vous poser une question que vous attendez inévitablement sur l'antisémitisme de Céline, dont il faut d'ailleurs préciser, c'est fort intéressant, qu'il n'est pas dans Le Voyage au bout de la nuit. On ne peut pas dire qu'il type son personnage là autour dès le début, mais comme vous le disiez il y a un instant, on a tendance à s'imaginer qu'il y a une sorte d'emballement de l'écriture, que ce personnage qu'on est en train de fabriquer, après tout, ce serait très bien s'il devenait une espèce de héros d'une cause, et puis voilà, ici on est dans ces années-là, et ce sera cette cause-là. Est-ce que vous diriez que, sous cet aspect, Céline échappe à Destouches ? Il y a en tout cas une dissociation entre ces deux personnages, et c'est vrai que ce que Céline énonce sur la scène littéraire n'est pas entièrement ce qu'est Destouches et ce que pense Destouches. Donc j'essaierai de penser quand même différentiellement ces deux figures. Maintenant, c'est vrai que là c'est une immense question, celle de l'antisémitisme. Je ne connais pas tout à ce sujet, mais ce que je peux dire, c'est que apparemment, il y avait une tradition antisémite tout à fait classique et courante qui était présente dans la famille de Destouches, dont il a été marqué. C'est resté un facteur relativement silencieux ou discret jusqu'aux années 30. Et puis, on voit commencer à poindre des éléments d'antisémitisme. Là, la chronologie est assez fine. À partir de fin 1933, quelques éléments dans la correspondance. 35 et puis 36 dans les textes publiés, un tout petit peu dans le premier pamphlet qui s'intitule Mea culpa, et puis ensuite dans les grands pamphlets qui vont suivre, principalement Bagatelle pour un massacre. Alors moi j'aurais tendance à dire en termes de posture effectivement que le thème antisémite, il est traduit en littérature, utilisé, mobilisé dans le style, dans la thématique littéraire pour des raisons de posture.
Ce qui ne veut pas dire pour moi que Destouches n'avait pas d'opinion antisémite. Je pense qu'il en avait. Mais elle n'était pas importante dans sa vie civile, en quelque sorte, ou elle n'était pas au premier plan de sa vie civile, alors que, avec la crise littéraire des années 30 et la crise de son propre personnage littéraire des années 30, parce qu'il ne faut pas oublier que Mort à crédit est un roman qui ne marche pas, qui est un échec terrible pour Céline, une blessure terrible. La crise induite par l'échec de Mort à crédit en 1936 va faire que ce personnage de Céline va se retourner dans le champ littéraire et va adopter des postures qui n'étaient pas courantes dans ses actes précédents. Ces postures vont se radicaliser, il va se rapprocher de l'extrême droite, etc. Donc il va saisir au passage les grands thèmes dans Bagatelle pour un massacre, l'antisémitisme, qui effectivement va être traité par lui de manière quasiment bouffonne, on peut dire. D'ailleurs, André Gide, c'est ce que André Gide va remarquer. André Gide va dire « Bagatelle pour un massacre », c'est un livre tellement bouffon qui est fait de collages, d'affiches antisémites, de bouts de manifestes, de phrases prises dans des journaux, qu'on se demande si c'est pas une vaste plaisanterie. Là, il y a effectivement la question qui se pose du sérieux des déclarations dans les ouvrages antisémites. Est-ce que c'est une mise à l'excès, en quelque sorte, d'un discours qui existait déjà? Est-ce que c'est un discours sérieux qu'on peut attribuer à Céline ou à Destouches? Là, je dirais qu'effectivement, ça se discute, c'est complexe. Il se trouve, on l'a bien compris, Jérôme Mézot, qu'il se trouve que Louis-Ferdinand Céline, ou plus exactement Louis Destouches, est médecin, et qu'il a fait sa thèse sur un médecin hongrois qui s'appelle Semmelweis, qui est un peu l'équivalent hongrois de ce qu'a été dans la région francophone Louis Pasteur. Et on se demande au fond si cette espèce de fascination pour ce personnage, qui va d'ailleurs basculer de la fascination scientifique à la fascination littéraire, puisque sa thèse a des aspects bien littéraires, est-ce que ça va pas aussi lui donner une espèce de goût de voir le monde uniquement à travers une sorte de vision, si j'ose dire, scientifique, médicale, un peu comme si il fallait voir le monde avec des pathologies? Effectivement, je trouve que votre question est très pertinente parce que Céline, quand il publie son premier roman, se présente d'abord au public comme un médecin. La scène originaire, on peut dire, de la naissance de l'écrivain Céline, c'est lorsqu'il reçoit les journalistes au dispensaire de Clichy en blouse blanche de médecin. Et il le choisit effectivement de les recevoir de cette manière. D'ailleurs, tous les journalistes remarquent et notent dans leur article, il nous reçoit en blouse blanche, etc. Donc c'est évidemment une manière de dire que c'est le médecin qui s'exprime. Et c'est en tant que médecin qu'il se fait le romancier de la condition humaine. Et c'est à travers la vision du monde médical qui est la sienne. Alors cette vision médicale du monde, comme vous l'avez remarqué, elle est pasteurienne, elle est scientiste, du scientisme de la fin du XIXe siècle. Il a fait effectivement sa thèse sur Semmelweis, qui était ce médecin hongrois qui avait inventé ou compris, disons, la question de l'asepsie lors des accouchements, et qui est mort sans que ses collègues prennent au sérieux la découverte qu'il avait faite. Donc c'est une espèce de martyr, si vous voulez, de la science, Semmelweis. Et Céline va se projeter dans ce martyr. D'ailleurs, tout l'ouvrage de Semmelweis, dans les diverses versions qu'on connaît, c'est une espèce d'hommage à celui qui avait eu raison trop tôt, et malgré l'aveuglement de ses collègues. Et Céline, je pense, s'envisage profondément comme quelqu'un qui a raison trop tôt, qui a compris la course du monde, qui essaye d'en avertir ses contemporains, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ce qui a induit d'ailleurs de plus en plus des attitudes de type paranoïaque, on peut dire, par rapport à son public. Mais pour revenir à la médecine, je connais assez mal l'identité médicale de Céline, mais il y a une chose qui m'a frappé en lisant à peu près tout ce qu'il avait écrit, c'est qu'il y a un certain nombre d'écrits médicaux qui existent, dans lesquels on peut constater une évolution. Dans les années 25, donc quand il a soutenu sa thèse, il va comme expert médical pour la Société des Nations, il voyage, il visite les usines Ford aux États-Unis, et là il remet un rapport sur les usines Ford à sa société, dans lequel il montre de manière tout à fait optimiste que la rationalisation de la médecine du travail est possible,
que on peut imaginer des lendemains prometteurs si effectivement la technique médicale s'implante dans la vie sociale, dans le monde du travail, etc. Il y a une vision là effectivement scientiste, comme vous disiez, avec une idée de progrès qui est encore très présente et qui pense qu'à travers la médecine on pourra transformer l'humanité vers le bien. Si on prend quelques années plus tard, le même type de discours dans les écrits médicaux, vers 33-34, on s'aperçoit que le ton a complètement changé. Et là, on arrive à ce qu'on pourrait appeler une forme de nihilisme thérapeutique. C'est-à-dire que à partir des années 30, Céline est totalement désabusée de la capacité de la médecine à transformer l'ordre social. Et il pense que la médecine a échoué ou ne pourra pas le faire parce que l'ordre social est mené par des forces beaucoup plus importantes, sans doute dans son esprit des questions raciales, biologiques, ou qui échappent totalement au contrôle médical. Et ce nihilisme thérapeutique, il aboutit à cette formule qu'on trouve au début de Mort à crédit. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde, hein, littéralement. Voilà. Et c'est d'ailleurs frappant dans Mort à crédit parce qu'on a l'impression qu'au fond, le médecin qui est incarné Bardamu reçoit des malades en se faisant extrêmement peu d'illusions sur les chances qu'il aura de les guérir. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'ère du temps à ce moment-là ? Parce que cette fascination pour une science qui saurait classer, qui saurait régir, qui serait peut-être mieux finalement que la politique et ses combines. On va la retrouver par exemple avec ce médecin vaudois Montandon qui deviendra un hystérique antisémite et sera d'ailleurs fusillé à la Libération en France. Est-ce que vous diriez que c'est un peu dans l'air du temps ? Oui, sans doute. D'ailleurs, Céline et Montandon avaient des liens, une correspondance, ils s'échangeaient des informations et je crois que tous deux croyaient effectivement qu'on allait pouvoir en quelque sorte réguler ou transformer les activités sociales à travers l'intervention de la science. C'est d'ailleurs un des buts du voyage en Allemagne des scientifiques français pendant la guerre qui croyaient que le Reich allait mettre en place des dispositifs médicaux de manière à justement épurer, classifier, etc., les diverses ethnies. Et cette utopie scientiste qui a eu là une dérive raciale très, très forte, je pense que Céline l'a partagée avec Montandon, et il l'a sans doute très sérieusement partagée pendant la guerre, d'après les documents qu'on possède. Ultime question, car il nous faut conclure. Vous parlez là de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, mais ceux qui se souviennent du voyage au bout de la nuit, ils se souviennent d'abord de la Première Guerre mondiale. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si tous les écrits de Céline ne sont pas si profondément marqués par l'immense dégoût, l'immense impuissance qu'on sent au début du livre, cette boucherie infecte qui est fort bien racontée, il faut bien le dire. En quelque sorte, on aurait tendance à penser que Céline est un sous-produit de cette guerre immonde. Oui, et je crois qu'il l'a dit à plusieurs reprises, et c'est effectivement très frappant. Il y a une insistance sur sa blessure, dont il a d'ailleurs largement réinventé. Il a raconté toutes sortes de versions de la blessure qu'il avait eue, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été totalement traumatisé par la guerre. Il avait des croyances par rapport à la République, par rapport à l'égalité, par rapport à l'état de paix, etc., qui ont été profondément brisé par la réalité de la guerre et qu'il a vu effectivement de près. Et on peut dire que c'est un traumatisme absolu qui revient tout le temps dans son discours. La guerre lui a fait perdre confiance en l'être humain. Elle lui a fait perdre la croyance que l'humain était perfectible. Et donc, d'où cette vision biologisante et très négative de l'humain comme une espèce de bête sauvage, capable à chaque instant de réveiller ses pires instincts et qu'on ne peut brider qu'avec la force, au fond. D'où d'ailleurs son idéologie politique qui ne peut pas effectivement suivre les croyances de l'humanisme, de la démocratie, etc. Donc c'est effectivement, je crois que c'est cette guerre qui a joué ce rôle, oui. Jérôme Mézot, auteur de La Fabrique des singularités, était au micro de Jacques Mourican. Dans un instant, première évocation de Louis-Ferdinand Céline.
Histoire vivante, cette semaine, Céline, du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Détouche. Évoquer Céline, le cas Céline. Pour ceux qui seraient déjà au courant, pas de surprise. Pour les autres, plus délicat. À supposer que vous n'ayez jamais, ou très peu, entendu parler de Céline, lu la moindre ligne, entendu le moins du monde parler, comment vous faire découvrir ? Il n'y a pas une réponse, hormis celle que nous vous proposons maintenant. Du vrac, pêché, ça et là. Denis Lavant, Michel Audiard, Marcel Julien, Arletty, Éric Zemmour, Fabrice Lucchini, Henri Guillemin, ceux-là vous sont peut-être plus familiers. Ce sont des êtres bien différents, mais tous craquent pour le même homme. Ils succombent au verbe célinien, quelles que soient les tempêtes. À vous de vous faire une idée. Les riches sont tout le temps en train d'hériter, de nous voler nos heures, notre vie. Au lieu de tous ces poteaux Michelin contre les accidents dont on se fout bien, le convenable voudrait voir placer partout des pancartes salutaires sur les plages, les landes, les bois. Miteux, ne t'endors pas, ne jouis pas, pense à ton travail, à la rentrée, à tes dettes. Fainéant, ne te saoule pas, ne baisse pas. Souviens-toi que tu es indigne de toute distraction. Ne va pas te baigner, salir, polluer l'eau, cochon de pauvre. Une éponge doit te suffire. L'homme digne se reconnaît à son compte en banque. Tout le reste est imposture. Foutez le camp, crasseux, méchants clowns, vous nous soulevez le cœur. Les riches sont tout le temps en terrain d'hériter, nous voler nos biens, notre vie. Leurs enfants en train de nous couvrir d'ordures et nous faire savoir ce que pensent leurs parents. Haine et mépris, si nous engraisser pour les murènes. D'ailleurs, les pauvres ne sont que des primates déçus, tout aussi féroces, dégueulasses que les riches. C'est pas Shakespeare, c'est Louis Ferdinand Céline, excusez-moi du peu. Alors, comment as-tu connu Céline ? J'ai connu Céline par Marcel Aimé à l'époque où j'écrivais le Passe-Muraille. Je voulais connaître Céline depuis longtemps et c'est Marcel qui était son pote de toujours, qui m'a aiguillé sur Céline. Mais je n'ai connu en fait moi que le Céline un peu de la fin de sa vie. Enfin, Céline un peu revenu de tout. Amer. Connu d'ailleurs aussi, assez amer. Oui, mais enfin il avait des raisons de l'être. Bien sûr. On l'avait quelque peu persécuté. Alors il y a Marcel Julien qui est là et qui a bien connu Céline. Je pense surtout que il y a un côté sacrilège que craignait tout à l'heure Michel. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tous les deux, on est beaucoup d'autres, mais parmi beaucoup d'autres, Céline, c'est une plaie qu'on s'est faite quand on était môme. Pour nous, ça a été l'homme qui a fait exploser la bombe atomique avant qu'elle soit créée. Enfin, et depuis, on est devenu un peu manichéiste parce que il y a la poésie d'avant Rimbaud et d'après Rimbaud, puis il y a la littérature d'avant Céline et après Céline, quoi. Si vous voulez, on est délibérément injuste. C'est pas absolument réservé aux seuls critiques d'être injuste délibérément. On commence souvent le soir à Dourdan. Je crois que c'est des histoires vespérales et des histoires nocturnes. Oui, il nous arrive de passer des nuits céliniennes, mais enfin, je crois qu'il le mérite. On fait de la petite anthologie, on commande notre anthologie de la littérature. Enfin, Céline a changé notre vie. Enfin, oui. Je sais pas, on n'avait pas envie d'écrire à la veille de Céline. Moi, j'ai pris le voyage sur la tête, je sais pas, j'étais encore assez jeune, et ça m'a complètement bouleversé. Enfin, il a marqué toute notre génération. Je voudrais vous parler en quelques minutes d'un personnage tout à fait hors série, un personnage extraordinaire, le docteur Détouche. Autrement dit, Céline, Louis Ferdinand Céline. Je sais très bien que c'est un sujet un peu scabreux, du moins en France et en Belgique, peut-être pas en Suisse. Pourquoi scabreux ? À cause de l'attitude qu'il a eue pendant la guerre, qu'on lui reproche. Et c'est un fait qu'il a fait partie de ce petit groupe des émigrés français qui ont suivi le maréchal Pétain à Sigmaringen. Il y a une chose que je tiens à dire, parce qu'elle est essentielle, elle est capitale. À savoir qu'il n'a jamais été réellement un collaborateur de l'ennemi. J'en connais des collaborateurs, par exemple M. Maurras, par exemple M. Brasillac, le journal L'Action française et le journal Je suis partout dénonçaient. Ils indiquaient à l'occupant les gens qu'il fallait arrêter ou qu'il fallait abattre. Céline, pas question. Jamais. Premièrement, il n'a jamais collaboré ni à un journal, ni à une revue, ni à la radio de l'occupation. Deuxièmement, il n'a pas fait partie de ce groupe des écrivains français qui ont été invités chez Hitler. Et troisièmement, il était mal vu de l'occupant. 2 fois seulement, 2 fois.
Il a demandé quelque chose aux forces allemandes d'occupation. Primo, c'était pour essayer de sauver quelqu'un, un de ses amis, raté. Deuxièmement, c'est parce qu'il avait envie d'aller de sa petite maison de Saint-Malo. Il avait une petite propriété à Saint-Malo. Les Allemands ont refusé. Il y est allé, tout de même, mais il s'est fait arrêter. Alors vous voyez, c'est capital. Ça prouve que cet homme n'avait vraiment mérité aucune indignité nationale. À ce point que, lorsque son jugement est intervenu par contumace, c'était en 1950, et vous savez que par contumace, on charge toujours la peine. Ben, savez-vous à quoi il a été condamné par contumace? À 1 an de prison, autant dire l'acquittement. Pourquoi cette condamnation? Elle était symbolique, c'est en raison de son attitude antisémite. C'est parfaitement vrai que dans 2 bouquins antérieurs à la guerre, l'un qui s'appelait Bagatelle pour un massacre et l'autre L'école des cadavres, il avait développé un antisémitisme forcené et vociférant. C'était surtout littéraire, parce que dès le premier jour des hostilités, dès le déclenchement de la guerre, pas un mot, vous entendez, mais plus un mot sous sa plume concernant les Juifs. Et après la guerre, avec un écrivain juif américain, le professeur Milton Indus du Massachusetts, il a lancé cette espèce de mouvement de tentative de la réconciliation des Aryens et des Juifs. Milton Indus a du reste écrit sur lui un très beau livre en 1951. Eh bien, je l'aimais bien, Céline, je l'aimais beaucoup, j'aurais beaucoup voulu le rencontrer. Bon, il y avait des difficultés personnelles pour ça. Quand ma situation m'a laissé libre de mes mouvements, c'est l'année justement où il a disparu, puisqu'il est mort, vous le savez, en 1961. Pourquoi est-ce que je m'attache à lui? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un écrivain vraiment étonnant. Je viens de relire exprès les 2 premiers livres, c'est-à-dire Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. C'est étonnant, vous savez, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre littéraires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour caractériser son style? Eh bien, d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Je sais, par des renseignements personnels, qu'il travaillait énormément, que, par exemple, pour un livre de 400 pages, il en écrivait dans les 7-8 000, parce qu'il raturait. Alors on a l'impression que c'est écrit n'importe comment, et c'est extrêmement bûché. Deuxièmement, parce qu'il y a en lui une jubilation du mot, voyez-vous, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocables. Et puis troisièmement, cet homme qui travaille, c'est vrai, dans la fange, en fait, dans la boue, et il ne s'en cache pas, perpétuellement, il y a chez lui des étincelles et des fusées de poésie. Alors je voudrais vous donner deux petites preuves. Par exemple, je vais vous donner un texte qui est dans un de ces livres qu'on ne lit plus aujourd'hui, précisément parce qu'ils sont introuvables à cause de l'antisémitisme, c'est L'école des cadavres. Il y a dans une extraordinaire préface un dialogue, une conversation entre Céline et sa muse. Enfin, vous allez voir quelle muse. L'autre jour, je déambulais comme ça tout pensif, le long du halage, entre la Jatte et Courbevoie. J'aperçus là-bas une sirène qui barbotait entre 2 eaux, mais bourbeuse alors, très infecte, une fange pleine de bulles. Je fis semblant de ne pas la voir. Mais yop, qu'elle dit, dis donc, hop, Ferdinand. Je la connaissais, cette effrontée. Je l'avais déjà rencontrée assez souvent dans des circonstances délicates, dans des estuaires bien différents, à d'autres moments de la vie, de Copenhague au Saint-Laurent. Là-bas, tout est perdu, tout est freiné de mousse, de joie, de jeunesse, vertigineuse dans les embruns. Cette déchéance me bouleversait, bien sûr, comme ça, dans la Seine, si poisseuse, si égoutière. Alors je passe sur le dialogue qui est surtout une bagarre, et voilà la fin. Plouf, une immense éclaboussure. Elle était déjà plongée, elle voguait là-bas très loin, tout de même bien tentante, la damnée chérie. À un autre moment, toujours dans l'école des cadavres, il donne la parole à ceux qu'il appelle les bardes, vous savez, les bardes de cimetière, qui font honte aux mobilisables français de 1939 de ne pas se ruer comme ça tout de suite, musique en tête, au casse-pipe. Alors on les entend parler. Et ces bardes parlent de ceux de 14. Ceux de 14, il en était, Céline. Vous savez sans doute qu'il s'était engagé volontaire et qui s'est, comme on dit, couvert de gloire avant sa trépanation. Alors voilà ce qu'ils disent, les bardes. Ceux d'hier, ils n'ont pas chipoté, ces fiancés des nécropoles. Pour s'apporter, torse brandi, fou d'ivresse offensive, transluminant de vaillance, à travers glacis, redoutes et torrents de mitraille. Vous voilà bien équivoque avec vos façons de lambiner, de réfléchir sur les détails. Sonnez, olifants, frémissez, drapeaux, rafalez, tambours. On n'est pas encore debout? On n'a pas encore l'arme au poing? Quelle horreur! Bande de goujards butants. C'est pas comme monsieur Végan de Suez. Lui, au moins, il la sauvegarde, la flamme des suprêmes sacrifices. Il se la rallume pour lui tout seul, avec des coupons terribles. Le double passage de Céline à l'armée ne lui a pas donné une admiration très considérable pour les militaires de profession. Et il y a une petite phrase que je voudrais aussi vous lire, elle est dans Le Voyage, la voici. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est contraint, pour essayer de vous comprendre, à des efforts accablants. Et puis ce qui m'attache encore bien plus à lui, malgré ce style, enfin, que j'aime déjà passionnément, c'était l'homme du fond, l'homme caché, carien, Céline, caché. Quelqu'un qui pense à des tas de choses.
Quelqu'un qui ne peut pas supporter les bavardages pour ne rien dire. Vous leur servez comme de fronton, dit-il, à faire rebondir leurs conneries. Et bla, et reblabla. 1 heure de cette complaisance, vous en avez pour 15 jours à vous remettre. L'homme qui a son idée sur la réalité, sur la profondeur des problèmes politiques, c'est-à-dire économiques. Le vrai rideau de fer, c'est entre les riches et les miteux. Les questions d'idées sont vêties entre fortunes égales. L'opulent nazi et l'administrateur de Suez, ils parcourent les mêmes golfs. Ils ouvrent la chasse ensemble, ils soupent à Saint-Moritz. Mais nous, là, Penailleux, Trimard, Mégotière, Modicateur, allez, à la niche. L'homme aussi qui avait été invité une fois, et je trouvais ça très bien, très juste, à prononcer ces paroles annuellement prononcées au mois d'octobre à Médan, en l'honneur de Zola. Il a fait un tout petit discours sur Zola. Et dans ce discours, je retiens simplement ceci: la rue des hommes est à sens unique. La mort tient tous les cafés. Et l'homme aussi qui a mis en épigraphe de son école des cadavres une phrase assez étonnante, non pas le banal « Dieu est mort », mais ceci, « Dieu est en réparation ». Alors je voudrais vous lire une petite chose que je trouve dans ce qu'il écrivait à Milton Indelsen, professeur américain qui a fait un livre sur lui. C'est dans une de ses lettres, qui sont de 1949, je crois. Ce qui me fait enrager, voyez-vous, c'est l'insensibilité des hommes. La maladie du monde, c'est l'insensibilité. Pour sortir de cette hantise, je m'y prends comme je peux. Puis écoutez encore ces choses-là. Dans le monde, gueule, tripe, elles restent. À ne pas savoir où les mettre, à l'appel. Mais le cœur, depuis 500 millions d'années, les tubes gastriques, elles restent. Ça se compte plus. Les cœurs, sur les doigts. Et ça, le fond de l'homme est immuable. L'âme n'est chaude que de son mystère. Eh bien oui, c'est signé Céline, vous savez, le pornographe, enfin l'infréquentable, le coprophage. Alors pour finir, je voudrais vous lire un tout petit passage du Voyage au bout de la nuit. Je ne l'ai jamais vu cité, pourtant il y a des études sur le voyage. Bien entendu, vous savez, c'est un livre noir, c'est un livre sordide, c'est un livre déchirant. Et puis brusquement, il y a ceci. Ceci qui se passe à Topo. Topo, c'est un endroit africain imaginaire, mais on sait à peu près où c'est. C'est dans le Togo, où Céline avait été envoyée pendant 2 ans. Alors il met en scène un personnage, un sergent de la coloniale, il s'appelle Alcide. C'est un buveur, c'est un osseur, c'est un coureur, il fait des petits trafics, enfin il est semblable à tant d'autres. Puis voilà ce qui arrive tout à coup. Un jour, il se trouvait que Bardamu c'est Ferdinand, était chez Alcide, et qu'il avait besoin d'écrire une lettre. Matériel d'écrire d'Alcide, il tenait dans une boîte à biscuits. Quand il me vit ouvrir sa boîte, Alcide, il eut un geste qui me surprit pour m'en empêcher. Je ne savais pas pourquoi il m'en empêchait. Je la reposais sur la table. « Ah, ouvre-la, va, qu'il y a enfin, ça fait rien. » À l'envers du couvercle était collée la photo d'une petite fille. Rien que la tête. Une petite figure douce avec de longues boucles comme on les portait dans ce temps-là. Je pris le papier, la plume et je refermai vivement la boîte. J'étais bien gêné pour mon indiscrétion. Mais je me demandais aussi pourquoi ça l'avait tellement bouleversé. Alors, bien sûr, j'imaginais tout de suite qu'il s'agissait d'un enfant à lui dont il avait évité de me parler. J'en demandais pas davantage. Et je l'entendais derrière moi, qui essayait de me raconter des choses. Il bafouillait. Je savais plus où me mettre. Ça serait une confidence tout à fait pénible à écouter, j'en étais sûr. J'y tenais vraiment pas. C'est rien qu'il disait. C'est la fille à mon frère. Ils sont morts tous les deux. Ses parents? Oui, ses parents. Alors qui c'est qui l'élève maintenant? Ta mère? Je lui ai demandé comme ça pour manifester de l'intérêt. Ma mère, je l'ai plus non plus. Ben qui alors? Moi. Il ricanait, Alcide, cramoisi. Comme s'il venait d'avouer quelque chose de pas convenable du tout. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, qu'il disait, je la fais élever chez les sœurs, à Bordeaux. Mais pas des sœurs pour les pauvres, hein, tu me comprends, hein, c'est chez des sœurs bien. Je veux que rien ne lui manque. Ginette, qu'elle s'appelle. C'est une gentille petite. Elle m'écrit, elle fait des progrès. Sinon, tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Surtout qu'elle a maintenant 10 ans, je voudrais qu'elle apprenne le piano en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du piano? C'est bien, hein, pour les filles. Tu crois pas? Et l'anglais? C'est utile, l'anglais aussi. Tu sais l'anglais, toi? Je me mis à le regarder de plus près, Alcide. Comme il avait dû en faire des économies sur sa solde, sur ses primes, sur son minuscule commerce clandestin, pendant des mois et des années dans cet infernal Topo. J'osais plus lui parler. Je m'en sentais soudain énormément indigne de lui parler. Tu iras bientôt la voir? Je pourrais pas avant 3 ans. Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce en douce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, au retour, la place serait prise. Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour dans cet enfer. Ce qui m'ennuie, disait-il, c'est qu'elle a personne là-bas pour les vacances. C'est dur pour une enfant. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde, et ça se voyait pas. On s'est couché, il s'est endormi à la lueur de la bougie. J'ai pas pu m'empêcher de me relever un coup pour bien le regarder à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire.
Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Philippe Besson, dans le mur d'images que nous avons proposé à tous les invités, qui avez-vous choisi? Le 14. Le Louis 14. Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline, toute une polémique cette semaine. Parce que Frédéric Mitterrand, voilà. Alors expliquez, allez-y. Voilà, la République ne célébrera pas Céline puisque donc en 2011, la République devait célébrer un certain nombre de personnes, parmi lesquelles il y avait Céline. Et puis Serge Klarsfeld a fait savoir que le personnage de Céline étant sulfureux, il serait bon que la République ne célèbre pas. Et donc Frédéric Mitterrand a décidé de retirer Céline de la liste des commémorations. Je pense que c'est une décision d'une rare imbécilité et d'une grande lâcheté. Pour qu'on y laisse Céline. Bien sûr, il fallait laisser Céline. Il faut laisser Céline parce qu'il faut dire à Frédéric Mitterrand que ça fait déjà de nombreuses années qu'on distingue les hommes et les œuvres. Il est évident que Céline est un salaud. Il faut surtout le dire à Serge Klarsfeld parce que Mitterrand, il a remis sous la pression. Oui, mais il aurait pu résister. Exactement, il est ministre, c'est lui qui décide. Donc il faut évidemment redire que Céline était un salaud, que Céline était antisémite, il n'y a aucun problème. Sauf que voilà, l'œuvre de Céline est une œuvre considérable, qu'elle ne doit pas être comme ça ostracisée. Sinon, il faut déjà qu'elle soit plus enseignée au bac ou à l'agrégation. Pardon, je vous interromps. Oui. Sauf que s'il était dans la liste des célébrations, c'est pas pour célébrer la sortie d'un de ses titres, c'est pour célébrer sa mort. C'était les 50 ans de sa disparition. Donc là, c'est l'homme et pas forcément l'écrivain. Mais Laurent, mais il faut le dire un peu solennellement, c'est anormal et même scandaleux qu'un lobby communautaire, aussi estimable et honorable soit-il par ailleurs, dicte le comportement de l'État français via le ministre de la Culture. Déjà, ça c'est inadmissible. D'accord. La deuxième chose, c'est que Frédéric Mitterrand a eu cet argument incroyable. Il dit « J'ai relu Bagatelle pour un massacre ». S'il n'avait pas compris à la première lecture que c'était un truc antisémite, il faut qu'il mette des lunettes. Et troisièmement, je regrette, mais Céline, il se trouve que là c'est bien fait, il a refusé à ce que ces pamphlets antisémites soient réédité après la guerre. Donc, quand on célèbre Céline écrivain, on ne célèbre que le Céline présentable. Et en effet, c'est un immense écrivain. Là, je ne crois pas qu'il y a grand monde pour le contester. Celui de Voyage au bout de la nuit. Donc ça n'est à jamais le pamphlétaire antisémite qu'on présente. Donc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Le certificat d'études. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le Préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel. Elle pensait à Caroline, ça la faisait encore pleurnicher. Tout autour du Palais Royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8h juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits, tous les mômes étaient décrotés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée, ensuite des problèmes. C'était pas très difficile, je me souviens, il y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne, de la session précédente. Pour presque tous, c'était tragique. Ils voulaient devenir apprentis. À l'oral, je suis tombée très bien sur un bonhomme tout corpulent qui avait des verrues plein son nez. Portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur. C'était pourtant pas un artiste. Pharmacien qu'il avait été rue Gomboust. Il y a des personnes qui le connaissaient. Il m'a posé 2 questions à propos des plantes. Ça, je ne savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune, et puis la terre et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. Je marmonnais des choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir, si j'avais un certificat. Je vais entrer, que j'ai dit lâchement, dans le commerce. C'est dur le commerce, mon petit, qui m'a répondu. Pourriez peut-être encore attendre. Peut-être encore une autre année. Il ne devait pas me trouver costaud. Du coup, j'ai cru que j'étais collée. Je pensais au retour à la maison, au drame que j'allais déclencher. Je sentais monter un vertige. Je croyais que j'allais défaillir tellement que je me sentais battre.
Je me suis raccrochée. Le vieux, il m'a vu pas lire. Mais non, mon petit, qui me fait rassurez-vous donc. Tout ça n'a pas d'importance. Moi, je vais vous recevoir. Vous y entrerez dans la vie, puisque vous y tenez tant que ça. J'ai été me rasseoir sur le banc à distance, en face du mur. J'étais quand même bouleversée. Je me demandais si c'était pas un mensonge commode pour se débarrasser. Ma mère était devant l'église sur la petite place, elle attendait les résultats. C'était pas fini pour tout le monde. Il restait des mômes. Je les voyais les autres à présent. Ils bafouillaient leurs confidences par-dessus le tapis. La carte de France, les continents. Depuis qu'il m'avait dit ces mots à propos d'entrer dans la vie, je les regardais, les petits compagnons, comme si jamais je les avais vus. L'angoisse d'être reçus les coinçait tous contre la table. Ils se tortillaient comme dans un piège. C'était ça, rentrer dans la vie. Demain, début de notre semaine consacrée à Céline, avec un premier épisode intitulé « Les plumes s'aiguisent ». Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Histoire vivante, proposée par Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Jacques Mourican, Corinne Rochat, Valérie Dantan et Thierry Châtel. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez La Première, il est 16h.